Voilà, alors nous vous avons réunis bien sûr pour procéder à la présentation de la liste que notre mouvement politique présente en Loire-Atlantique aux l'élection sénatoriale du 24. Quelques mots avant de vous donner la suite de cette liste, puisque l'un d'entre vous a su être persuasif, de sorte que je lui ai donné les 4 premiers noms, ce qui m'apparaissait assez pertinent. Quelques mots sur l'intitulé de nos listes pour les sénatoriales, aussi bien en Loire-Atlantique que nationalement. Ces listes s'intitulent « Pour la défense de nos communes et de nos départements ». Je voudrais donc souligner cet intitulé dans le sens où il exprime la conception qui est la nôtre de ce que doit être, et il est évidemment tout à fait essentiel de la porter dans le cadre de l'Assemblée qui représente les collectivités locales, de ce que doit être pour nous l'organisation territoriale et administrative de notre pays. Cela figurait au nombre des engagements de notre président durant la campagne présidentielle. Nous sommes effectivement tout à fait critiques, et nous avons de multiples raisons de l'être, face à cette sorte d'empilement des échelons des collectivités territoriales. Nous sommes en réalité attachés au principe d'une simplification, et pas de n'importe quel type, mais d'une simplification qui recentrera l'organisation territoriale de notre pays autour des 3 échelons, qui sont à la fois des échelons historiques et de proximité, que sont donc justement les communes, les départements et bien sûr l'État. Donc cet intitulé des listes du Front National, Rassemblement Bleu Marine aux élections sénatoriales, doit être pris comme étant en lui-même porteur, en quelque sorte, d'une perspective politique que nous entendons porter, que nos élus à la Haute Assemblée porteront. Maintenant, vous entendrez tout à l'heure Gauthier Boucher sur des problématiques, des positionnements qui concernent davantage le département. Maintenant, pour donc vous présenter la liste. Donc, je reprends dans l'ordre les 4 premiers noms qui vous sont d'ores et déjà connus. Je suis donc tête de liste pour ces élections. La deuxième de liste, et je vais leur céder la parole pour qu'ils, enfin vous les interrogerez peut-être dès maintenant. La deuxième de liste, c'est Éléonore Revel, qui est devant vous, face à moi, qui peut se présenter peut-être. Donc Éléonore Revel, j'ai 36 ans, je travaille comme collaboratrice à la région des Pays de la Loire, et je me suis engagée en politique en 2015 pour les régionales. Voilà. Si vous avez des questions pour la suite. Dans la deuxième partie, peut-être, oui. Dans le troisième de liste, c'est mon voisin de gauche, Gauthier Boucher, qui peut également se présenter. Donc Gauthier Boucher, 29 ans. Je suis collaborateur d'élu au conseil régional avec Éléonore et Ambroise. Au niveau local, je suis conseiller municipal de Saint-Nazaire, conseiller communautaire à la Carène, secrétaire général adjoint du collectif Nouvelle Écologie. Je m'occupe des questions d'environnement au FN et je finis une thèse en histoire. Nous avons ensuite, quatrième de liste, notre collègue au conseil régional, Brigitte Nedelec. Bonjour, donc je suis conseillère régionale. Je ne dirai pas plus, on peut répondre aux questions après. Voilà, nous avons en cinquième de liste votre voisin, de gauche toujours, Jean-Marc Beauvais. Jean-Marc Beauvais, 65 ans, retraité, adhérent depuis un an au cadre des régions de Développement. Voilà, donc je rappelle que Jean-Marc Beauvais, effectivement, est l'un de nos adhérents qui a rejoint le Front National assez récemment, donc il y a effectivement un peu moins d'un an. C'était en décembre 2016 que tu as adhéré, et qui était auparavant secrétaire départemental de Debout la France. Nous avons en sixième position, alors c'est la seule absence, elle n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, Dominique Dutertre, qui est bauloise, qui a été très impliquée dans la campagne municipale en 2014 à La Baule, et dont je tenais donc qu'elle figure sur cette liste. Et en septième position, nous avons Ambroise Savatier, qui est ici présent et qui peut se présenter. Bonjour, Ambroise Savatier, j'ai 26 ans. Je suis secrétaire général du groupe des élus régionaux des Pays de la Loire. Et j'ai été candidat suppléant
les élections législatives. Voilà. Vous nous interrogerez peut-être ensuite. Peut-être Gauthier peut-il prendre la parole pour développer des sujets plus départementaux? Oui, alors, comme on vous l'a indiqué dans le dossier de presse, on a essayé de mettre en évidence quels pourraient être les engagements locaux, départementaux, dans le cadre de cette campagne qui, comme l'a rappelé Alain, qui défend notre vision des collectivités locales, c'est-à-dire une vision finalement autour du triptyque commune, département, État. Et nous avons mis en évidence six engagements potentiels, si nous avons des élus au Sénat, pour que la Loire-Atlantique soit mieux représentée dans la Chambre haute, puisque nous considérons finalement que les écologistes ou les socialistes et les élus républicains ne la représentent pas à l'heure actuelle. Alors ce sont des engagements qui s'articulent les uns avec les autres. Le premier engagement s'articule avec le 2 s'articule avec le 3, etc. Le premier de ces grands engagements, c'est d'abord de défendre l'intégrité des services publics, je dirais des services publics à la française, qui sont actuellement menacés par les directives européennes, dont vous savez qu'il y a une retranscription à 80% dans la législation française. Ce que nous constatons dans un certain nombre de communes, notamment rurales, mais aussi périurbaines en Loire-Atlantique, même si c'est un département riche, dynamique, inséré dans la mondialisation via la métropole de Nantes, nous constatons tout de même la fermeture d'un certain nombre de bureaux de poste, de gendarmerie, d'hôpitaux. La fermeture ou l'abandon, la fermeture ou la diminution des horaires d'ouverture, la fermeture ou la reconversion, par exemple, s'agissant des bureaux de poste en relais postaux, ce que nous regrettons. Alors, il y a différents exemples, y compris dans les villes importantes, Saint-Nazaire par exemple, avec l'exemple de Villeport. La Bouletterie, c'est le cas d'une gendarmerie qui est en train de dépérir. Il y a aussi Saint-Joseph de Porterie, Mauves-sur-Loire. Et ce que nous souhaiterions également garantir, au-delà de ces services publics, c'est finalement un certain nombre d'équipements privés. Il nous semble anormal, par exemple, qu'il y ait dans certaines communes rurales une absence totale de distributeurs bancaires. Comment font les gens pour aller retirer de l'argent si, comme par exemple à Lavaux, à Prinquio, Aurigny en PG, qui dépendent de Vertou, ils n'ont pas de quoi le faire. Donc nous souhaiterions attirer l'attention au Sénat sur ces problématiques locales qui sont très concrètes. Le deuxième engagement, qui est corrélatif au premier finalement, c'est notre volonté de démétropoliser le département, entre guillemets, pas pour faire table rase, mais pour procéder à une sorte de retour à ce qu'étaient les métropoles d'équilibre, plutôt que ce qu'a fait la loi MAPTAM depuis 2014. Puisqu'actuellement nous constatons que Nantes aspire toute la vitalité économique de la région, elle concentre les emplois, elle concentre les fonctions de commandement. Il est d'ailleurs anormal que les métropoles aient des fonctions de commandement, si ce n'est pas le sujet. Donc nous voudrions démétropoliser au profit des périphéries nantaises et nazériennes, toujours aussi dans cette idée d'un rééquilibrage des équipements publics, notamment en faveur des zones rurales. Le troisième engagement, c'est garantir notre souveraineté industrielle et le maintien de certains sites structurants, au premier rang desquels les chantiers navals de Saint-Nazaire qui ont fait l'actualité ces derniers mois. Alors nous avons pris bonne note de la parole gouvernementale durant cet été d'une volonté a priori d'une nationalisation au moins temporaire des chantiers navals. Nous serons attentifs, nous serons vigilants face à cette annonce. Nous souhaiterions par ailleurs, on a débattu de ça au Conseil régional en juin dernier, si possible, qu'il y ait une part d'actionnariat populaire, un actionnariat particulier, salarié et TPE, PME, de moins 10% dans la part publique du futur capital. Et au-delà, nous voudrions qu'il y ait une relocalisation des industries dans les campagnes, puisque si on veut faire vivre les campagnes, on peut y implanter des industries plutôt que de les concentrer à Saint-Nazaire et à Nantes. Quatrième point, repenser l'aménagement fluvial de la Loire, un peu dans la suite de nos réflexions du printemps 2015 dans le cadre du débat de la métropole de Nantes sur l'aménagement de la Loire. Nous avions fourni un cahier d'acteurs avec quelques propositions. Ce qui nous apparaît important, c'est dans la mesure où les Ligériens, en juin 2016, ont voté
le transfert aéroportuaire d'Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, même si nous étions contre cela. Nous reconnaissons leur vote et nous disons raison de plus pour faire 1 ou 2 franchissements de la Loire complémentaires. Un à l'est, un à l'ouest. Alors après, on propose des tracés éventuels, Lavaux-Paimboeuf, Ancenis. On n'est pas dogmatique sur les localisations exactes des franchissements, on n'est pas technicien. En tout cas, il faut il faut lancer ces chantiers, puisque ce sont des chantiers qui nous engagent sur 10 ans, sur 15 ans. Donc autant le faire dès maintenant. 5e, œuvrer pour une transition énergétique et écologique respectueuse du maintien des emplois, avec un accent particulier sur la centrale thermique de Cordemais. Nous saluons bien sûr cette transition améliorée avec cette co-combustion charbon-biomasse, mais nous serons attentifs à ce que, moyennant ces efforts de dépollution, de transition énergétique, il y ait maintien du site, il y ait maintien des emplois. Et lorsque nous écoutons la parole du ministre de la transition écologique, M. Hulot, cet été à l'Assemblée nationale, qui répondait à une de nos députés de Loire-Atlantique, on est un petit peu inquiet sur la potentialité de ce maintien. On sera attentif. Et puis 6e et dernièrement, pour conclure, nous voulons accompagner de nouvelles formes de tourisme. On nous explique que, grâce à Nantes notamment, notre département est dynamique, grâce au voyage à Nantes, grâce à un certain nombre d'initiatives qui sont somme toute concentrées dans l'hypercentre nantais et qui n'essaiment pas vraiment dans tout le département. Nous voudrions pour notre part développer des formes alternatives et pédagogiques de tourisme, des formes durables également. Écotourisme, c'est-à-dire un tourisme écologique, tourisme citoyen autour de notre histoire, de notre patrimoine, et puis promotion du tourisme industriel, un peu sur le modèle de ce que fait avec succès Airbus et STX, mais peut-être le généraliser dans d'autres sites industriels du département. Voilà pour nos engagements de campagne. Des questions? Pardon, sur Notre-Dame-des-Landes, vous disiez nous voulions, au début nous n'en voulions pas, il y a eu le vote, donc de fait là ce que vous dites aujourd'hui, il faut que le projet se fasse ou... On considère qu'il y a eu un référendum. Vous savez que de façon générale, le positionnement là-dessus, c'est de redonner, c'était même un slogan de campagne présidentielle, de redonner la parole au peuple. Nous ne retirerons rien des analyses que nous avons faites à l'époque à propos de ce référendum, qui est contestable à quantité de niveaux, notamment dans son périmètre. Mais nous considérons néanmoins que la voix du peuple, en quelque sorte, s'est exprimée et que, à présent, sans doute, est-il souhaitable, en quelque sorte, d'avancer. Voilà. Nous ne retirons rien de nos analyses passées sur ce qu'il y a de très très contestable dans ce projet de Notre-Dame-des-Landes, mais néanmoins nous considérons qu'on ne peut qu'avancer à présent. Donc aujourd'hui vous êtes plutôt favorable à sa réalisation, par la force des choses. Nous sommes effectivement sur ce positionnement-là à présent. Une question pour M. Beauvais, excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre le Front National, vous? Parce que vous êtes un adhérent. Oui, j'ai fait, bien que Nicolas Dupont-Aignan ne m'ait pas rejoint le Front National, mais j'ai fait ça au mois de décembre, donc avant les élections, tout simplement parce que, comme je le disais, le programme sur le fond, c'est 90-95% identique, mais que pour appliquer ce programme d'une façon efficace, le mouvement Nicolas Dupont-Aignan n'était pas en mesure de le faire. Donc je pense qu'il faut mieux rejoindre des forces, sans rien renier, puisque nous avons renié, rejoindre des forces qui sont tout à fait capables d'être au pouvoir aujourd'hui. On a bien vu que Nicolas Dupont-Aignan n'était pas capable, même maintenant chez lui il a des mandats un peu, mais bon, ça c'est pas à faire. Voilà. C'est parce que effectivement les programmes se rejoignent énormément, sauf que d'un côté il y a peut-être une affaire d'ego, c'est-à-dire Nicolas Dupont-Aignan, de l'autre côté c'est plutôt un parti très structuré. M. Beauvais est un précurseur en quelque sorte, puisqu'il ne nous aura pas échappé que nous entrons dans une période qui est tout à fait jubilatoire
pour nous, intellectuellement, quant au défi qu'il y a à relever, de refondation de notre mouvement. Marine Le Pen a été parfaitement claire au soir du second tour de la présidentielle. Il s'agit en quelque sorte pour notre mouvement de se dépasser lui-même à partir de lui-même, en constituant un pôle de rassemblement, et donc le ralliement de M. Beauvais en décembre 2016, le pas qu'a franchi Nicolas Dupont-Aignan dans l'entre-deux tours de la campagne présidentielle, doivent être compris comme étant des signes annonciateurs de ce qui va se poursuivre et s'amplifier. Est-ce que le nombre d'adhérents a augmenté au Front National en Loire-Atlantique depuis la présidentielle ou pas? On a, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a, ne cachons pas derrière notre petit doigt, nous avons été un peu déçus par les résultats, particulièrement par les résultats aux élections législatives, parce que ce qu'on a bien vu, c'est que notre électorat ne s'est pas déplacé. Nous avons craint, j'ai craint, et d'autres avec moi, d'enregistrer, si vous voulez, une baisse des adhésions. Finalement, les adhésions se maintiennent à peu près. Je pense que ça, c'est un signal plutôt positif. Je pense que cela tient à plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'on a bien vu que la Macron-mania s'est évanouie très vite, que les gens savent très bien à quelle sauce ils vont être mangés. Ce qui se profile est extrêmement inquiétant. Nous nous inscrivons dans la contestation de la loi travail tout particulièrement. Donc, du coup, les gens se fient, continuent de se fier, malgré les déceptions de la fin de l'année, à notre mouvement, pour être un pôle d'opposition à Emmanuel Macron, c'est évident. Combien d'adhérents à peu près? On est aux alentours de 800. On voit bien quand même que le Front National a du mal à s'ancrer en Loire-Atlantique, et particulièrement dans la région nantaise. Qu'est-ce que vous faites pour augmenter votre présence, en tout cas gagner en notoriété, on va dire, sur cette zone-là qui est difficile pour vous à conquérir? Eh bien, nous sommes un grand parti de militants. Nous sommes tous militants. Nous ne sommes pas un parti de cadres ou d'élus, du simple colleur d'affiche à l'élu local. Nous sommes tous militants. Ben, nous militons, voilà la réponse. Concernant la raison de cela, bon, on sait ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons dans les grandes métropoles, Nantes tout particulièrement, vous parliez de la région nantaise, eh bien, une concentration en quelque sorte des classes sociales qui tirent bénéfice du système qui fait le malheur des classes populaires et que nous dénonçons. Bref, nous avons dans les centres urbains cette catégorie de population qui s'en sort très bien avec la mondialisation, l'euro-mondialisation telle qu'elle est. Bon, par ailleurs, si on s'éloigne de Nantes, vous constatez qu'en zone rurale, au contraire, nous sommes beaucoup plus forts. Bon, eh bien, nous avons choisi le juste combat. Nous combattons pour les catégories populaires, les oubliés, les délaissés, et nous dénonçons un système qui, effectivement, est terrible pour eux. Après, vous prenez pas mal, mais est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui, malgré tout, une candidature un peu de figuration? Parce qu'on sait comment sont élus les sénateurs, il faut des bons électeurs. Vous avez quand même peu de chances aujourd'hui d'avoir un élu sans vouloir vous offenser. Mais notre grande différence avec 2011, c'est que nous avons des élus locaux qui eux-mêmes désignent des mandataires, je ne sais pas comment ça s'appelle, des représentants. Alors vous n'avez pas aujourd'hui une majorité en Loire-Atlantique? À la fin de mon raisonnement, vous aurez une réponse. D'accord. Nous avons des élus municipaux, nous avons quatre conseillers régionaux élus en Loire-Atlantique, qui eux-mêmes peuvent désigner des représentants. Et puis, nous avons toujours eu, malgré notre absence totale jusqu'alors, sauf une fois entre 1995 et 2001, nous n'avions pas d'élus. Malgré notre absence d'élus, nous avons toujours fait des voix aux élections sénatoriales en Loire-Atlantique, et toujours de manière croissante. C'est-à-dire qu'aux élections sénatoriales de 1992, nous faisions 9 voix, en 2011, en 2001, on en faisait 13, en 2011, on en faisait 24. Ça veut dire qu'il y avait à l'époque 24 grands électeurs, 1% de l'électorat, qui se sont dit on va voter Front National. Alors là, nous serons, la marche sera haute,
Il nous semble évident que nous allons augmenter notre capital électoral, passer de 1% à peut-être plus, sans doute peut-être un score à 2 chiffres, qui sait. Et puis, il faut voir aussi les listes qui en face. Est-ce que les grands électeurs de droite voudront se reporter automatiquement sur la liste de Christophe Priou, qui est un ancien député qui voudrait devenir sénateur? On voit bien qu'il y a une sorte de rafistolage de sa liste à une période où la droite est particulièrement divisée, donc la droite n'est pas attractive. Peut-être que des grands électeurs de petites communes notamment, qui se considèrent plutôt à droite, voteront plutôt Front National, parce que par exemple ils ne veulent pas de la baisse des dotations. Et puis il y a quelque chose d'un petit peu nouveau aussi qui va forcément rebattre les cartes, pas forcément dans le sens du Front National, et encore, qui sait, c'est l'absence d'une liste France Insoumise. Comment vont voter les grands électeurs? Plutôt majoritairement à gauche, forcément. Mais voilà, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc il y aura mécaniquement une augmentation de notre score. La marche sera haute pour avoir un seul élu. Mais après tout, on disait que le Front National n'aurait jamais de sénateur. Il en a obtenu 2 lors du renouvellement de 2014. Voilà. Et on a toujours observé dans les départements où il se présentait qu'il avait beaucoup plus de voix que ce à quoi ses capacités en termes de grands électeurs, ses propres grands électeurs lui permettaient. Il a fait par exemple, notre formation a fait par exemple une centaine de voix dans le Pas-de-Calais en 2011, alors qu'il devait y avoir peut-être, je ne sais pas, 10 ou 20 grands électeurs. Il y a toujours comme ça des marges dont nous bénéficions. De mémoire, mais à vérifier, c'était en 70, il y a 3 ans, précédent tour, c'était il y a 3 ans, c'est ça, en Ille-et-Vilaine, je crois. Oui. Alors ça, c'est en même temps, moi je le verrai, vous voyez, le fait que nous allons très certainement obtenir des voix de maire de petites communes, voilà, sans savoir qui, mais comme un signal très encourageant pour une élection tout à fait décisive à laquelle nous pensons d'ores et déjà, nous en reparlerons le moment venu, qui est l'élection municipale. Voilà. Ça donne des raisons de se projeter. Vous savez déjà que, par exemple, vous aurez des visées pour les élections municipales? C'est loin. Mais c'est prêt aussi? Oui, c'est prêt. D'ailleurs, on commence à y penser, donc c'est vrai que c'est pas si loin du coup. Oui, je pense qu'on a présenté 5 listes en 2014. L'objectif, ça va de représenter le double, au moins. Voilà. Et on commence donc à y réfléchir. Vous pourriez prendre la tête d'une liste? Bon, on ne sait pas encore, c'est la commission d'investiture qui décidera. Et comme les défis me plaisent assez, c'est pas impossible. Me présenter dans une métropole du type de celle que je décrivais tout à l'heure, c'est un vrai défi. On verra.